Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, comment ça va aujourd'hui? Eh ben, écoute, ça va et toi? Ça va bien. Donc aujourd'hui, nous avons un invité de luxe en la présence de Alex, connu sous le nom de Alex Bigoud. Salut Alex. Salut Rudy, salut Clément. Donc je voulais te recevoir Merci, ouais. sur le podcast parce que vous venez de lancer entre guillemets votre association. Bien qu'on sache tous qui est le chef et qui est entre guillemets celui qui obéit. Donc mais donc je voulais refaire un petit point un petit peu justement sur votre association. Donc Smart Power System qui entre guillemets existe à ma connaissance depuis presque 10 ans, si je dis pas de conneries. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, ça a été lancé, ouais, 10 ans, je sais plus trop la date exacte, avec Gianni à l'époque, avec Gianni Pani. Eh oui! Et puis après, ça a été un peu en sommeil, on va dire. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans le Covid. Et puis on a décidé de relancer ça ensemble avec Clément. Là, il y a 6 mois, quand on s'est revu la dernière fois à La Réunion. Je voulais faire un petit historique justement un peu de tout ça parce que à ma connaissance, comme je disais, de ce que j'ai pu voir sur le net, tu étais un peu le premier à proposer du coaching à distance en force athlétique. Euh, c'est quoi un peu toi ton parcours, Alex? Est-ce que tu as directement commencé par la force quand tu as commencé la muscu? J'ai commencé la muscu, mais pas par la force. C'est la muscu en général, dans une salle commerciale. Et après, de fil en aiguille, j'ai connu la force athlétique parce qu'à Clermont-Ferrand, il y a quand même pas mal de clubs. Enfin, il y avait pas mal de clubs à l'époque. Il y en a toujours, mais à l'époque, c'était vraiment une terre dominante, on va dire, sur la force en France. Et puis, j'entendais parler à droite à gauche dans mon secteur de Lanne Grenier, par exemple, de Adrien Poinçon. Et puis, j'ai croisé quelqu'un qui s'appelait David Mariotte dans une salle de fitness qui a été le premier à m'en parler, qui était licencié au Sun Club, qui faisait les championnats de France de développé couché. Puis après, je suis tombé dans une salle associative avec le club de foot où je jouais à l'époque. Et de fil en aiguille, cette salle associative était affiliée à la FFH Impact à l'époque. Et puis j'ai commencé à faire des compètes de développé couché. Je me suis pris au jeu. Et puis après, je suis resté dedans et de fil en aiguille, j'ai fait les 3 mouvements, etc. Et c'est là que j'ai rencontré le génie. Est-ce que tu étais fort au début quand tu étais mis à la force? Au développé couché, avant de faire des compètes, je faisais des séries. Je faisais jamais de max, on va dire, mais je faisais des séries de 10 à 100, 110, Ah ouais, donc c'était on déjà va pas mal dire, parce avec que t'as pas un gros gabarit. Tu étais en quoi? En moins de 82,5 peut-être à l'époque, moins de 90 ça existait? ouais, moins 82,5 à l'époque, et quand j'ai commencé la force, je faisais 78 kilos, 79 peut-être. Et donc tu rencontres Gianni, donc après quelques, j'imagine, mois ou années de pratique. Et c'est à ce moment-là que tu Ouais, décides on était dans la de même salle, ouais. lancer une sorte de coaching à distance? D'abord, on a pratiqué ensemble dans le même club, et puis on a pratiqué ensemble. Il y avait les championnats régionaux. Moi, après, je suis monté à Paris
en région parisienne. Et c'est la première année où je suis allé à Paris que ont été lancés les championnats de France en roue. Et on s'est tous retrouvés là-bas. Donc c'est là que j'ai rencontré Matt Gribouille, Clément, Gianni aussi qui nous avait rejoint. On était tous qualifiés. C'est de là un peu que c'est parti en fait le moule. Et puis après, au bout de 6 mois après, peut-être 8 mois après, petit à petit, on a commencé à faire des suivis dans nos environnements respectifs, dans nos salles, quoi. Moi, c'était Vélizy, puis Jenny, c'était Beaumont, du coup, parce que j'étais en région parisienne. Et puis après, on avait commencé à avoir des demandes externes, on va dire, donc on savait pas trop comment les gérer, donc par opportunité, on va dire, on a lancé l'activité et on l'a appelé ça Smart Power System, effectivement. Je me souviens qu'à un moment, on a failli faire des poids calibrés ensemble avec le logo Ouais, SP. ouais, je me rappelle. Exact, ouais. Mais ça s'est pas fait, putain, j'aurais eu mes propres poids. Qu'on aurait eu nos propres poids, parce que SP, ça a des Smart Power et Super Physique, quoi. Ouais, je me rappelle de ça et effectivement, c'était un peu compliqué, je sais plus pourquoi. Puis, Bah, je crois qu'il fallait en commander vraiment beaucoup, 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 en souvenir. Et ouais, ça on avait faisait fait un vraiment devis. beaucoup, quoi. Et ouais, ça faisait un gros investissement, ouais, effectivement. À l'époque, le net n'était pas encore très démocratisé en termes de connaissances sur la force athlétique. Euh, Mm. j'ai cette sensation, tu me corriges ou pas, mais que tu as un peu amené cette notion, peut-être avec Gianni, justement, de la haute fréquence d'entraînement en force athlétique, parce qu'avant, on était tous très orientés, très influencés par les écrits de Marc Vouillot, avec une fréquence moindre et une gestion de l'intensité différente. D'où est venue cette inspiration et un peu ces connaissances pour l'hyperfréquence? Mais j'ai connu puis la force par les écrits de Marc Vouillot. J'ai aussi rencontré quand j'étais en Île-de-France. Beaucoup changé et appris avec lui. Euh, mais après, on va dire que je me suis ouvert un peu l'esprit à ce qu'il faisait ailleurs à ce qu'il faisait ailleurs qu'en France, surtout après c'était les championnats du monde qu'il y avait eu, je crois, en Afrique du Sud. Et là, on avait vu l'émergence de plein de nations avec des gens qui étaient vraiment en avance donc il y avait Instagram qui commençait vraiment à se développer sur la partie force athlétique. Et on voyait que les gars, ils avaient dans leur routine d'entraînement et tout ce qu'ils postaient que c'était pas du tout pareil ce qu'ils faisaient par rapport à nous. Et j'avais contacté Connor Lutz, c'était un Canadien, moins de 74, qui avait dû finir troisième au monde ou deuxième, je sais plus. Et il m'avait coaché, il avait coaché Gianni aussi de mémoire. Et puis j'ai beaucoup appris avec lui. Et après, ça m'a donné envie d'apprendre un peu ce qu'il faisait ailleurs, donc avec lui, avec RTS aussi, Reactive Training System américain. Donc beaucoup ce qu'il faisait côté Amérique, quoi. Et j'ai lu beaucoup de choses. J'ai échangé avec beaucoup de gens comme Connor Lutz, comme Ross Lepala. Et puis j'ai même fait une classroom avec RTS à l'époque. Puis après, dans le cursus, on va dire plus francophone, j'ai fait mes brevets fédéraux. Et là, c'était plutôt bénéfique pour mon réseau, on va dire, où j'ai rencontré plein de gens, on a pu partager nos expériences, quoi. Et donc, toi, d'un point de vue plus personnel, tu arrives jusqu'à quelle performance? Est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? Parce que ça fait maintenant peut-être une quinzaine d'années que tu t'entraînes. Ou est-ce que tu es comme Clément, il faut que tu aies un coup de chance pour progresser? Beaucoup de chance, il a dit. Non, ouais, c'est Pas difficile, faire c'est sûr. d'entraînement, chance. Non, c'est plus difficile, ouais, effectivement. C'est normal, hein. On arrive sur un plateau au bout de quelques années de pratique. Moi, j'ai changé de catégorie il y a 2 ans, en fait, 3 ans maintenant. 3 ans. Donc, ça m'a permis de franchir un bon cap Combien tu pèses sur là mes alors? lifts. Là, je suis à 93, 94. Ah ouais, putain, bah t'es bien gros maintenant alors. Ouais. Ouais, j'ai profité. J'en avais marre de faire des cuts en plus. Je tourne autour de 86, 87, 88 après à terme. Donc, j'ai franchi le cap, on va dire, en 2021. Et puis, des 90. Et puis, de fil en aiguille, j'ai oscillé pas mal quand même. Je suis redescendu à 89, moi, je monté à 91. Et là, je suis stable à 93. Et en 2022, j'ai fait ma qualification pour les championnats de France. C'était en janvier, je crois. Ouais. Et puis en mars, je suis parti au championnat de France en moins de 93. C'est mes derniers nationaux. Parce que depuis, t'es à La Réunion, c'est ça? Ouais, depuis 7 ans maintenant. Ah ouais, bah, ça fait plus que ça, mais à La Réunion, de ce que j'ai pu voir extérieurement, c'est que t'es pas mal investi, qu'il y a une sorte, je sais pas si on dire une sorte, mais une sorte ouais, de groupe qui s'est pas mal constitué autour de la force athlétique, justement. Ouais, ouais, il y a un move qu'on dit qui a pris ici. Bah, c'est quand on est un peu rentré des championnats de France de 2022, cette même compète là, avec Gabriel Beg, qui je m'entraînais déjà à l'époque, et que je coachais du coup.
Et puis quand on est rentré du championnat de France, il avait fini deuxième, il a pris le record de France au bench. On s'entraînait dans une chaîne qui est c'était Fitness Park d'ailleurs à l'époque, ça a changé de nom depuis. Mais bref, on s'entraînait à Fitness Park et puis à force de croiser les gens nous demandaient, savaient que qu'on était parti sur la de France et puis on a senti qu'il y avait quelque chose qui prenait et puis aussi via les réseaux sociaux avec tous les powerlifters qu'on voit qui sont visibles sur les réseaux sociaux, ça a créé une dynamique et puis maintenant on est assez nombreux, on a créé un club avec Gabriel depuis, on est 70 licenciés. Ah ouais, c'est énorme, 70, non? Ouais. Ouais, c'est pas mal. 70 licenciés compétiteurs en plus. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Je suis plus dans le milieu, mais ça fait un des clubs les plus importants, non? En France? La Réunion, ouais, mais après, voilà, on est 900 000 sur l'île, donc en ratio, c'est quand même pas mal, mais en France, en métropole, il y a des clubs plus importants, je pense. Ouais, ça s'est un petit peu dilué maintenant, les compétiteurs dans les clubs, il y a même des licences individuelles maintenant. Il n'y a plus trop le sentiment d'appartenance à un club, de moins en moins. Mais on a essayé de le garder, ça de le conserver justement, et ça fait quand même ouais, dans le classement des clubs, je te dis ça, mais au final, dans le classement des clubs, l'autre fois, on a regardé, on était il y a plusieurs divisions, on était dans la première division, et puis je crois qu'on était dans les 15 premiers ou un truc comme ça, de France. Bah, c'est sûr, parce que 70, c'est vraiment beaucoup. Et en plus, vous avez tout. Vous avez les arbitres, Non, vous pas compte, organisez ouais. des compètes. Tu sais, il y a un système Ouais, à points là. Et ouais, avec les à arbitres. points, On a beaucoup d'arbitres, ouais, on a formé. Mm. vous êtes dans les mieux hein, dans le système à points, c'est sûr. Ouais. Donc, donc on est assez actif, ouais, effectivement. Je suis pas tout seul, hein, je suis bien entouré, justement, mais il a fallu lancer, on va dire, les choses, savoir s'entourer, et puis maintenant, on est bien structuré. C'est quoi tes meilleurs perfs, Alex, en compète? Au squat, là, j'ai fait récemment, là, le week-end dernier, j'ai fait une compète en équipe, j'ai fait le squat, j'ai fait 247,5, c'était ma meilleure perf. Au bench, en compète, j'ai déjà fait 172,5 et au soulevé de terre, 275. Ah ouais, bah, c'est pas mal. T'as bien progressé avec les années quand même. Ça fait longtemps que j'avais décroché, mais Ouais. Ça s'est un peu tassé, là, avec l'activité, et puis j'ai un peu moins d'attention, moins de focus sur l'entraînement, je suis dispersé dans plein de choses. bah, C'est pas j'allais dire, forcément t'es peut-être évident un peu plus de... vieux que nous. T'as quel âge? T'es master ou pas encore? Non, je suis 87, donc j'ai Ah 37 là, merde, t'as le cette même année. âge que moi. Non, pas encore, master, c'est 40 ans, enfin l'année des 40 ans, en force. Bon, euh, pourquoi vous êtes associé sur Smart Power System? Parce que en fait, ça existait déjà. Et j'ai l'impression que pour Clément, les affaires marchaient bien. Pour toi, ça avait l'air de bien marcher aussi. Pourquoi cette Ouais. association? Et notamment ces petites vidéos sans sourire sur Instagram. Est-ce que c'est votre marque de fabrique de faire de communiquer sans sourire? Est-ce que est-ce que C'est vous leur surtout avez Alex qui se sourit pas. bah, je sais C'est pas, surtout. toi non plus, hein, tu souris pas beaucoup, hein, je peux te le dire. Hein. Je regarde, je dis putain, le mec, putain, J'ai des cailloux. ah, des Ouais. cailloux quoi. Alors pourquoi cette association pour commencer? Bah, on s'est Comment? associé, on s'est Ouais. associé surtout pour pouvoir développer quelque chose sous une bannière commune, parce qu'en fait, tu sais, quand t'es tout seul, tu te retrouves assez vite limité, puis même en termes de services associés. Tu vois, par exemple, pour proposer de la diététique, pour proposer de la réhab, pour toutes ces choses-là. Même, tu vois, tout ce qui est des supports vidéo éventuellement pour les athlètes. Tout seul, c'est compliqué de développer toutes ces choses-là, alors que quand tu es un groupe et que tu crées une entité un peu plus importante, bah, tu peux grossir, avoir un sentiment d'appartenance un peu plus fort et proposer quelque chose de plus intéressant à tes athlètes et participer à quelque chose de plus grand, en fait, tout simplement. Mais tu parlais de Jet. Mm. J'ai vu que justement vous travaillez avec Émilie, c'est ça si j'ai pas de conneries, que j'ai déjà vu à la salle à l'époque, qui est au Super Ah, Physique Guy, Gym. ouais. Ah ouais. Mm. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui vous travaillez? Pour le moment, il y a des gens enfin, il y a des projets avec des gens, donc c'est pas encore officialisé, mais il y a des projets avec des personnes, ouais. Ah, c'est secret pour l'instant. Ouais, bah, on peut pas donner les noms. On peut pas tout Donner... dire pour l'instant, attention. Exactement. Bah, attends, on fait les influenceurs un peu. Et donc, alors, je pose mes questions un peu marketing, mais comment va s'organiser un peu votre communication sur les réseaux? Parce que j'ai vu, donc justement, je rigolais, mais pas mal de vidéos, de petits réels que vous faites pour expliquer des choses, tout ça. Je pensais pas.
te voir derrière l'écran, Clément, mais est-ce que ça va être un peu... vous allez essayer vraiment de développer la marque un peu comme ça, avec des réels, des publications parce qu'habituellement, Clément, on te voyait poster tes perfs, tes résumés de semaine. Mm. Euh, Bah, voilà. Est-ce que là, justement, ça va être l'occasion de ouais, faire l'influenceur, quoi? ouais, pas forcément faire l'influenceur, mais c'est vrai que il y a eu une période où je postais pas mal, enfin, à titre perso, de contenu informatif en tant que coach. Je le faisais beaucoup et en fait, j'avais arrêté mais parce que j'avais pas forcément la capacité de grandir justement en termes de nombre d'athlètes, parce que bah, t'es limité quand t'es tout seul. Et donc c'est pour ça que j'avais arrêté. C'est vrai qu'après j'ai beaucoup mis en avant l'image d'athlète, ce que je fais via mon compte perso. Et là l'idée c'est justement de mettre plus en avant via ce compte l'image de coach, mais notre image de coach, pas que moi, aussi Alex et aussi les autres personnes avec qui on va travailler à l'avenir, et de présenter quelque chose qui soit un petit peu différent, du contenu un peu plus éducatif. C'est vrai qu'au début, on a fait pas mal de vidéos présentations, etc. Mais là, je sais pas si tu as vu, mais on fait des contenus un peu plus éducatifs, un peu plus explicatifs. L'idée étant bah, de mettre en avant nos connaissances et nos compétences en tant que coach. Et puis bah, pour pouvoir développer notre activité de coaching, tout simplement. J'ai vu la vidéo sur le cardio, justement, là, qui était pas mal partagée, où tu parlais des bienfaits Mm. du cardio. Euh, je vais te poser une question, Alex. Toi qui coaches Clément bah, depuis de nombreuses années, même si tu as fait une petite infidélité à un moment, mais pas pour le mieux en plus. Euh, Est-ce que c'est pas difficile de coacher des athlètes qui sont, même si tu as un très bon niveau, Alex, des athlètes qui sont beaucoup plus forts que soi? Que moi, en tant que coach? Ouais. Bah non. Pourquoi tu, pourquoi tu poses cette question, en fait? Ah, Je n'arrive pas à comprendre ton raisonnement, je veux ok, dire. ok, dans le sens où, bah, je te lance, c'est le débat un peu moment où on dit, voilà, quand tu es entraîneur, il faut avoir eu un certain niveau ou avoir été un athlète, peut-être de haut niveau, tu vois, c'est toujours le débat, pour coacher des athlètes qui sont de haut niveau ou encore plus forts, tout ça. Et donc, je te posais cette Ouais, question-là, bah, si tu rencontrais des moi, difficultés à coacher des athlètes qui ont un meilleur niveau ou pas? ah ouais, tu veux dire pour la crédibilité que tu pourrais Ouais, avoir? exactement, et pour avoir cette sensation un peu de légitimité ou pas. Bah, la légitimité que tu places sur le fait de pratiquer, de maintenir l'activité, moi je pense, et c'est ce qu'on voit, la légitimité justement dans mon point de vue. Après, le niveau, c'est subjectif, surtout maintenant, vu les écarts de perf qu'il y a entre les uns et les autres. Et je pense que les gens font la part des choses maintenant. Après, il y a quand même pas mal d'athlètes qui choisissent un coach par, euh, comment dire, parce qu'ils essayent de se reconnaître dans le côté athlète et d'autres compétences et par ce qu'ils peuvent réaliser en tant que coach et non pas en tant qu'athlète. Donc ça, c'est un peu la difficulté, effectivement, quand tu es coach, c'est de, de, d'aussi cerner un peu le profil de la personne qui vient de voir les perfs en tant qu'athlète. C'est un peu le sujet où il faut décrypter, quoi, en fait, ce qu'il y a derrière pour creuser. Et, euh, et voilà. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça et j'ai toujours coaché, au contraire, même des gens plus forts que moi. Bah, ça a été Clément, ça a été Gianni à un moment donné. Là, maintenant, c'est Gabriel. À la base, on est dans la même caté, donc à la base, on était concurrents ici à La Réunion et j'ai aucun problème avec ça et je me sens pas du tout mal par rapport à ça. Mais est-ce que Je pense aussi que Vas-y, dis-moi. la légitimité, elle vient. Tu vois, tu peux avoir une légitimité en tant qu'athlète, mais une légitimité en tant que coach via les résultats que tu as, tu vois. C'est-à-dire que si on regarde Alex, bon, ça fait 10 ans qu'il coach. Il a coaché plein d'athlètes à bon niveau et à haut niveau. Il y a eu Thomas Loué, il y a eu bah, Gabriel. Moi, à l'époque, j'étais dans les meilleurs athlètes français. Enfin, il y en a eu plusieurs. À un moment donné, c'est pas non plus que du hasard si tes athlètes ils arrivent en forme et qu'ils performent. Et je pense que les gens ils sont capables de reconnaître ça. Et même si en tant qu'athlète, bon après Alex c'est loin d'être un peintre dans ce qu'il fait quand même. Il a, je sais pas combien fois tu t'es qualifié aux France, mais t'as peut-être bien avec l'équipé, le coucher, machin, t'as peut-être bien fait 10 ou 12 championnats de France. Donc c'est quand même, tu vois, il y a quand même une grosse légitimité.
Il fait dans 9, la ouais. manière de gérer des grosses échéances, dans la manière de se préparer à ces trucs-là et tout, tu vois. Je pense qu'il faut avoir eu un niveau minimal en tant qu'athlète pour connaître l'activité, mais il n'y a pas besoin d'être un très très grand athlète pour être un très grand coach. Et on le voit, les meilleurs coachs, c'est loin d'être les meilleurs. Enfin, les très bons athlètes sont loin d'être les meilleurs coachs après. Justement, au contraire, même souvent, c'est bien de t'être cassé les dents toi-même pour comprendre comment faire progresser les gens. Alex, tu voulais rebondir? Ouais, On je a- suis d'accord sur le fait que, alors après, c'est pas une, une critique sur les bons athlètes, mais c'est vrai qu'on constate, enfin moi personnellement, je constate que souvent les athlètes de très haut niveau sont rarement des bons coachs. Il y en a, hein, je dis pas qu'il y en a pas, mais parce qu'ils sont, et c'est normal, parce ils sont centrés sur, enfin ils sont, leur centre d'intérêt est sur eux-mêmes parce qu'ils sont omnibulés par leur performance, et c'est ce qui, c'est difficile d'avoir les deux. Il y en a, mais ils sont rares. Mm. J'ai une Ouais, autre puis même, Vas-y, Clément. quand toi-même t'as progressé facilement, ben du coup, tu t'es pas vraiment posé la question de comment faire progresser des gens qui n'ont pas tes qualités. Tu vois, quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui regarde une haltère et qui prend déjà 10 kilos sur son max, tu vois, juste en la regardant, bah, il va avoir du mal à répondre aux besoins d'une personne qui doit s'entraîner des années et des années pour progresser de presque rien et qui galère et qui se représente pas forcément bien dans l'espace et qui a pas forcément une bonne génétique et pas les leviers et qui tolère mal la charge de travail, etc., etc. Ouais, Et tu puis dis souvent, ceux qui réussissent, c'est les élus. Bah, quand t'es un élu, t'as du mal à comprendre ce que vivent les moldus, quoi. Tu fais. ouais, puis au-delà de ça, il y a le, ça c'est vrai aussi une part de vérité, effectivement. Il y a le fait que l'athlète de haut niveau, il est tourné sur lui-même, il en a un peu rien à foutre, entre Aussi. guillemets, des autres, quoi. Alors que le coach, il doit être vachement à l'écoute et limite écouter d'abord son athlète plutôt que lui, quoi, entre guillemets. J'ai une question encore, Alex, concernant les personnes qui sont, que tu coaches et qui sont plus fortes que toi. Est-ce que tu remarques Mhm. des choses particulières que ces personnes font ou que tu peux leur faire faire justement, que tu ne peux pas faire à des personnes de moindre niveau, peut-être en termes de volume ou en termes de fréquence d'entraînement, où finalement il y a quand même un socle commun et les différences en Ah termes oui, de oui. planification Mm. sont minimes. Non, non, ouais, il y en a. Et, bah, ceux qui ont des prédispositions génétiques et qui, tu prends Gabriel, par exemple, il peut encaisser beaucoup plus de choses que quelqu'un qui a pas les mêmes prédispositions parce que il récupère plus vite, il construit plus vite. Et c'est clair que euh, tu peux pas avoir le même ratio de volume, de fréquence, d'intensité moyenne d'un athlète de haut niveau vers un athlète débutant et qui a moins de potentiel. Et ça, on le prend en compte et on le voit très vite. Alors après, j'ai pas vraiment de moyens de le repérer. Ça se construit avec le temps, avec ce que tu veux, l'intensité moyenne. On trouve le seuil, avant d'arriver au point de rupture justement, le seuil qui va bien pour la personne. Et il y a des grosses divergences. Ouais. Et est-ce que ça veut dire qu'un gars comme Gabriel, je vais essayer de te faire donner des exemples, mais est-ce qu'il fait par exemple 4 ou 5 squats par semaine, pareil au soulevé de terre et pareil au coucher? Non, non, parce qu'il a une activité physique, il a une activité professionnelle qui est très physique. Il est agriculteur avec une cadence assez, un rythme de travail, un rythme de vie assez élevé. Donc, il s'entraîne 4 fois par semaine. Euh, mais euh, mais s'il ferait que ça, entre guillemets, comme la plupart de ses concurrents, il pourrait, oui, il pourrait squatter plus de volume, mais c'est pas dit qu'il réussirait pour autant, parce que ça lui correspond. Il a un équilibre de vie, il est bien comme ça, et voilà. Au début, quand on a commencé, il s'entraînait 3 fois par semaine. Il est à quoi sur sa fréquence squat, bench, deadlift, Gab? Bah, Gabriel, il fait entre 2 et 3 squats par semaine, environ 3 à 4 couchés par semaine, 4 c'est rare, et 2 terres avec dont une variante pour éviter de trop taxer les hanches, qui peut être un roumain ou un tradip, hein, tu vois. Ouais. Et il bosse. Mais par contre, une fois qu'il est dans une séance, il encaisse des volumes, c'est des séances qui durent 3 heures, quoi, hein, et puis ça envoie, quoi.
Et il bosse 50 heures par semaine dehors à la Réunion dans un boulot. Donc enfin, les gens se rendent pas forcément compte, mais moi honnêtement des personnes qui m'impressionnent physiquement, il y en a pas beaucoup et lui il est vraiment hors norme, honnêtement. Il a quel âge, ce gars? Il a 31 ans. Ah ouais, il est plus si jeune, en tout cas, il est plus si jeune. Ah ouais, putain. Ah, mais après, il est dans le milieu depuis longtemps, hein. Beaucoup de gens le connaissent pas, mais il a commencé la force en même temps que moi et Clément. Ok. Mais après, il a eu des périodes de blessures. Après, il faisait que du coucher seul. Il a été plutôt mal encadré au début parce que bah, il s'entraînait seul et il n'avait pas forcément les bons conseils. Et moi, je voyais qui c'était en fait, Gabriel, par rapport aux feuilles de match. Quand j'étais en métropole, on voyait toujours un Gabriel Beck se qualifier, mais qui venait jamais au championnat de France. Et c'est quand je suis arrivé à La Réunion là que j'ai vu qui c'était, quoi. Mais on le voyait depuis le début, quoi. Et puis il a déjà fait les championnats de France junior. Enfin voilà. Là, aujourd'hui, vous êtes associé sur donc Smart Power System. Comment se répartissent les athlètes? Imaginons, moi, demain, j'écris pour me faire coacher par Smart Power System. Avec qui je tombe? Est-ce que j'ai le choix du coach ou il y a un questionnaire qui fait que ça me renvoie vers un des deux protagonistes? Pour l'instant, tu as encore le choix du coach. Ouais, c'est bien. Ah, c'est pas encore une dictature alors. Hein? C'est pas une dictature. C'est pas... Non, pas encore. Après, ça va se moduler en fonction de nos dispos à l'un et l'autre. Et après, là, en ce moment, on est en train de former un coach. Et, euh, et après, bah, il y aura un troisième coach. Donc, ce sera un coach qu'on aura formé. Donc, la formation est en... C'est pour ça on J'espère que c'est communique pas pas Matt encore. J'espère que c'est pas Matt Gribouille quand même. Ah non, on va prendre des gens compétents quand même. Parce que j'allais dire, Non, putain, c'est Gilles alors Pinheiro. là. Ah non, Des Gilles Pinheiro, ouais. c'est Gilles Pinheiro. Non. Donc non, on est en train de former quelqu'un et après bah tu auras la possibilité entre les trois coachs et ainsi de suite et puis après bah en fonction de comment les choses évolueront des capacités des uns et des autres on fera évoluer la structure et tu pourras te retrouver euh, enfin, voilà, tu pourras te retrouver avec un coach ou un autre on verra comment ça évoluera. Mais il est possible que à terme, tu plus forcément le choix, ou alors qu'il y ait une liste d'attente pour un coach qui serait trop pris, etc. Puisque bah, l'objectif, c'est quand même de garder un suivi qui soit qualitatif. Donc, bah, tu peux pas accepter tout le monde et te retrouver avec plus de 100 athlètes. À un moment donné, ça va coincer, quoi. Aujourd'hui, on voit que Clément fait pas mal justement la promotion du cardio pour améliorer les capacités de récupération, tout ça. À mon époque, début années 2000, même début 2010, on n'était pas trop pour le cardio, notamment pour la prise de muscle et encore moins pour la prise de force. Toi, Alex, j'imagine que tu as. Est-ce que tu as évolué aussi sur le sujet? Parce qu'à l'époque, tu parlais pas beaucoup de cardio. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu fais aussi du cardio? Tu conseilles du cardio aux athlètes que tu as pu avoir? Ouais, je le conseille. Alors après, honnêtement, moi, en tant qu'athlète, je me l'applique pas forcément. Déjà, j'ai un travail assez sédentaire et du coup, je m'efforce déjà de faire mes 10 000 pas, on va dire. Mais je j'ai pas de routine de cardio. Mais par contre, pas parce que je choisis mes priorités, on va dire. Mais mes athlètes, ouais, je leur conseille quand même de faire au moins une séance de cardio sur du zone 2 par exemple, assez progressif, euh, pour euh, pour mieux récupérer et puis pour tous les vecteurs de performance que qu'a cité Clément dans sa vidéo justement. Et on le constate, ceux qui mettent en place des petits cardio ou des choses à côté autour, ils récupèrent mieux et forcément ils progressent plus vite. Pareil, il y a un autre truc qui a évolué avec les années, c'est que j'ai l'impression, tu me corrigeras Alex, mais il y a une dizaine d'années, on mettait pas trop l'emphase sur la préhab, la mobilité. Ouais, carrément. Mais maintenant, c'est vraiment partie prenante. Donc, bah, je sais que Clément, bah, là, il en met pas mal à ses élèves, à ses athlètes. J'imagine que toi aussi, maintenant, en fait, que vous avez harmonisé, entre guillemets, la méthode Smart Power System, quoi, avec tout ça. Ouais, alors après, on a des exercices un peu ciblés en fonction des pathologies éventuelles ou éviter qu'on en arrive à là, à la blessure ou alors à la gêne.
Mais maintenant, ouais, pour répondre à ta question, au début il y avait le coach, après il y a eu la diète, maintenant il y a le kiné, et la prochaine sphère, ça va être le préparateur mental, qu'il est déjà bien en place d'ailleurs. Donc il y a tout un tas de choses qui s'additionnent maintenant autour de la performance et l'activité se professionnalise, c'est clair. Mais oui, Ouais. oui, pour répondre à ta question, après sur la partie programmation, les exercices d'assistance sont ciblés et choisis pour euh, pour éviter les blessures. Et s'il y a des petites pathologies ou des petits bobos, ben on essaie de les gérer avant de les envoyer chez le kiné. Ouais, puis en Justement- plus, avec l'expérience, tu te rends compte que Mm. la première des préventions, c'est aussi la gestion des contraintes et la gestion de la programmation. Et si tu as la meilleure gestion des blessures, c'est éviter la blessure avant qu'elle arrive, en fait, et pas forcément faire de la réhab, etc. Et moi, je trouve que plus j'avance dans le temps et plus l'expérience arrive, et même je le vois dans le coaching d'Alex, dans le coaching qu'il me fait, on arrive mieux à anticiper les trucs Mm. et à voir, tu sais, quand on se rapproche un peu du point de Avant que ça rupture arrive. et à couper avant, en fait, à réduire au bon moment et pas justement faire peut-être les 2, 3 semaines de trop qui font qu'il y a une merde qui s'installe. Et ça, je l'ai vraiment vu dans l'évolution de moi en tant que coach et même du coaching d'Alex dans la programmation. Je pense que c'est la grosse progression qu'on a eue ces dernières années. Mm. J'ai une autre question. Tu parlais, Alex, de professionnalisation de la force. Donc voilà, si on refait le récapitulatif, au début, on était, entre guillemets, bah, moi c'était pareil, on était coach muscu. Euh, Mm. on faisait la planif muscu. Mais ensuite, il y a eu tout ce truc un peu courant diète. Donc on s'associe ou pas avec d'autres personnes, mais voilà, il y a la diète qui rentre en compte. Il y a tout ce qui est pathologie, antidouleur, tout ça, donc qui rajoute encore du boulot. Là, tu vois, de la sphère préparation mentale, j'ai l'impression que aujourd'hui, est-ce que, alors je pose la question différemment, est-ce que tes prix, est-ce que les prix de Smart Power System ont évolué vraiment de manière proportionnelle à l'amélioration, à l'augmentation de la prestation, tu vois, de la qualité de la prestation, parce que moi personnellement, c'est un truc que j'ai du mal à faire, me dire, bah, je fais beaucoup plus de trucs qu'avant, mais j'ai toujours du mal. Et est-ce que, quel est un peu ton recul, toi, là-dessus, Alex, avec ces années d'expérience? Le prix moyen du coaching a évolué, ouais, il a doublé en 10 ans. Bon, Ah ouais. même Pour ça. plus que ça, hein. Nous, on est, c'est aussi un choix de notre part de pas être trop cher parce que, c'est un choix de pas être dans les plus chers du marché, pas pour récupérer beaucoup de clients, mais parce qu'on veut pas vendre des coachings à 200 euros. Mais il y a beaucoup d'entités de coaching qui vendent des coachings à 160, 170, 180 ou 200 euros par mois, hein. Il y en a énormément. Et pour le coup, ça devient un produit de luxe. Et c'est aussi, nous, on a un peu augmenté, enfin, moi, j'ai augmenté mes tarifs et Alex aussi ces dernières années, mais pas dans les mêmes proportions que ce que les autres ont pu les augmenter, en fait. Mm. Alors après, est-ce que la qualité de la prestation a évolué beaucoup plus que le tarif? Je pense que oui. Parce que moi, je vois ce que je Oui. propose aujourd'hui par rapport à ce que je proposais il y a 3 ans. La qualité de ce que je fais, ça a rien à voir. J'ai évolué, je suis bien meilleur, et puis j'espère être encore meilleur dans 3 ans. Euh, Mon prix a augmenté un petit peu par rapport à ces 3 années, mais pas autant que ma compétence, ça c'est sûr. Et dans le cas d'Alex, encore pire, quoi. Bah, ouais, ouais, c'est pour ça que je posais la question, parce que j'ai l'impression que on est de plus en plus compétent et de plus en plus complet, et que c'est difficile bah, de vendre en proportion l'amélioration de ses compétences, quoi. C'est hyper difficile. À la fin, tu fais un truc hyper perso, hyper qualitatif par rapport à toutes les problématiques. Alors qu'avant, quelqu'un avait mal quelque part, tu disais, bon, va chez le kiné. La Mm. préparation mentale, tu disais, bon, va voir un préparateur mental. Tu essayais de dispatcher un petit peu. Et puis finalement, à la fin, tu te retrouves, je vais pas dire presque à tout faire, mais presque en fait. C'est un peu ça. Et finalement, à 170, 180 euros ou même 200 euros, je me pose toujours la question de la récurrence, de la Ah, longévité des athlètes que tu coaches, quoi. c'est ça. En Mm. fait, nous, on a un postulat qui est de travailler avec les gens sur le long terme. Et je pense que quand tu prends un coach, enfin quelqu'un à 200 euros, alors bon, il y a toujours des exceptions à tout, hein, mais la personne, elle s'inscrit pas forcément sur le long terme. Elle se dit, je vais me saigner pendant 6 mois, pendant un an, pour me faire coacher par ce gars-là. Et après,
parce que c'est quand même un gros budget, une grosse ligne sur l'année, hein. Et donc du coup, tu pérennises un petit peu moins le truc. Et moi, ce que j'aime, c'est travailler avec les gens au très long terme. J'ai des athlètes depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est là que je me régale parce que tu vois des vraies évolutions, puis tu connais vraiment les gens, puis t'as un impact aussi dans leur vie, au niveau humain, etc. Et je pense qu'à 200 euros par mois, tu gardes pas les gens 4-5 ans, tu vois. Enfin, ça me paraît peu probable. Est-ce que la force athlétique est devenue un sport de riche? Je trouve que ça le devient de plus en plus parce que tu vois, on parle des coachings, le coaching coûte cher. Ça le devient, mais non, parce que tu peux le pratiquer. Voilà. Enfin, t'as le choix de pas avoir de coach, de te débrouiller tout seul. T'as des sports où t'as pas le choix de t'équiper et de payer 10 000 balles l'équipement, tu vois. Ouais, voilà. Autant en force, Voilà, c'est ça. t'as quand même le choix. Tu prends le triathlon, par exemple. Bon, oui, le triathlon, c'est un sport de riche parce que, tu dois acheter un vélo qui coûte entre 5 et 10 000, tu dois acheter une trifonction. Chaque fois que tu fais une sortie longue, tu dois faire tous tes ravitaux, t'en as pour 40 à 60 balles de gel, machin. Enfin, donc c'est très, très cher comme activité. C'est sûr que la force, à côté de ça, c'est pas cher. Mais par contre, comme ça se professionnalise, c'est vrai que ça monte un peu. La plupart des gens sont coachés, le matériel a augmenté, le prix des ceintures. Il y a 7-8 ans, bon alors il y avait des ceintures qui étaient moins bonnes, tu vois. Mais il y a 7-8 ans, tu pouvais acheter une ceinture à levier pour 50 balles. Maintenant, ceinture à levier, le premier prix, il est à 120, 130. Donc même ça a augmenté. Bon, les lumières rigides qui sont arrivées sur le marché, qui changent aussi la donne, etc. Et c'est vrai que quelqu'un qui se fait coacher, donc il prend un coach, et admettons il prend une diète à côté. Parfois il y en a ils prennent une réhab en même temps. Alex parlait de prépa mentale. Il y a des gens qui ont un coach, un diète, un prépa mental, une personne pour la prévention des blessures. Ils s'achètent du matériel régulièrement. Ces gens-là, ils dépensent entre 600 et 800 euros tous les mois pour leur passion, tu vois. Donc pour le coup, potentiellement, c'est très très cher. Ouais. Mais tu peux aussi le pratiquer dans une salle commerciale que tu payes entre 20 et 30 euros par mois, low cost, avec très peu de matériel et tout seul, et auquel cas ça te coûte effectivement pas grand-chose. Tout dépend comment tu veux pratiquer ton sport, bien sûr. Ouais, j'ai envie de te dire que, pareil, il y a 15 ans, la technique d'exécution, on était peut-être moins regardant aussi. Aujourd'hui, ça s'est tellement amélioré sur l'analyse de la technique, l'adaptation, tout ça, que le gars qui fait tout seul, à moins que ce soit une exception, comme on disait tout à l'heure, il va pas durer indéfiniment, tu vois, même sur la gestion de l'intensité, tout ça. J'ai l'impression que le coach est presque devenu indispensable, en tout cas si tu veux performer et durer en force, quoi. Surtout au niveau qu'il y a aujourd'hui, puis tu le vois avec les progressions, et si les mecs ils arrivent ultra forts maintenant, c'est parce qu'ils sont très bien encadrés. Je pense qu'au niveau de la technique, si tu regardes un peu ce qui se passe sur les réseaux, que tu suis les bonnes personnes et tout, tu peux relativement facilement t'auto-corriger. Mais là où le coach va vraiment tout changer, c'est dans la gestion de ton entraînement, du volume, de la fréquence, de l'intensité, de la gestion des différentes intensités, comment je flèche les objectifs, comment je flèche les priorités, etc. C'est là où le coach et le bon coach va vraiment faire toute la différence. C'est sur 2, 3, 4, 5 ans. Si tu es bien encadré ou si tu fais tout seul à l'arrache, ça fait des différences énormes. Mais ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec tout ça. Alex, est-ce que tu as encore du temps ou est-ce que tu dois aller dormir? Je pense que je vais y aller là, dans pas longtemps. Ok, ouais, c'est ma question. Comme j'avais dit une petite demi-heure, mais comme chez toi, il est déjà 23 heures, vu que tu es en direct de la Réunion et du soleil. Allez, je te fais une dernière question. Là, ça s'appelle donc Smart Power System. Donc moi, je t'ai vu évoluer toutes ces années à coacher, donc comme je te disais tout à l'heure, des gens vraiment forts, tout ça. Est-ce que toi-même, tu as déjà été coaché aussi en force? Ah oui, oui. Ouais, justement, mon premier coach, ça a été Connor Lutz, le Canadien là que j'avais parlé tout à l'heure, qui m'a, en échangeant avec lui justement, qui m'a beaucoup appris. En dehors du coaching, j'avais des échanges, on va dire, constructifs, et on partageait nos expériences et nos méthodes. Et après, j'ai eu donc Ross Lepala de Reactive Training System, RTS, un américain. Et là maintenant, je suis coaché depuis 3 ans maintenant. J'arrive à la 3e année là, ça y est, par Philippe René, un Canadien qui a un bon niveau aussi, qui pratique et qui est kiné aussi, double casquette.
Ouais, mais Donc oui, j'ai été coaché. pareil, j'ai cette sensation que c'est un truc qui a vachement évolué avec les années. C'est qu'avant, quand tu étais coach, tu te faisais pas trop coacher, quoi. Et maintenant, bah, on a tous conscience que bah, soi-même, on n'est pas très objectif Ouais, pour à un moment soi-même, donné, quoi. j'avais regardé, justement, c'est rigolo ça, parce que justement, je m'étais fait la réflexion, je sais plus combien j'avais de coaching, mais j'avais regardé, j'avais plus de 50% de ma clientèle qui était coach. Ouais, Ouais. moi, Pas pareil, il y a une forcément époque. coach en force, mais j'avais plus de la moitié des gens que je coachais qui étaient soit coach en force, soit coach en salle de fitness, mais qui s'intéressaient à la discipline et qui avaient leur coach du coup. Moi, Ouais. pareil, il y a une époque, j'ai beaucoup de coachs, beaucoup de kinés. En fait, le Mm. fait de se faire coacher, c'est aussi une manière de se former pour beaucoup de gens, malgré tout. Mm. Et, et puis, enfin, je sais pas, toi, Alex, mais quand tu as passé la journée à faire des progs pour les autres et à t'occuper de la progression des autres, Ouais, t'es pas, clairement. Ouais. t'es pas disponible t'as pas envie de le faire pour toi. T'as envie d'arriver Mm. dans tes cheveux à ta séance et de faire ce qui est marqué et de pas tout. Ouais, puis rien que pour l'objectivité aussi. Pour le choix des charges, le choix du volume, le choix de plein de choses. Mm. Ah, l'objectivité, bah, c'est sûr. Parce que quand tout va bien et que t'es loin de l'échéance pour faire ton hors-saison, effectivement, c'est pas dur. Mais dès que Mm. l'échéance se rapproche, qu'il faut gérer les intensités, gérer la fréquence, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ci? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il est pas trop tôt pour ci? Est-ce qu'il est pas trop tard pour ça? Tu deviens fou. Si c'est toi qui te gères tout seul, tu deviens fou. Mm. Bah, Très t'as vite. tendance à en faire trop, quoi. Ouais. Ouais. T'as tendance à dire, eh, c'est pas assez, je me sens bien. Allez, je Ouais, ou rajoute. l'inverse des fois. Hein. Si Des t'es fois dans une moins. période de moins bien ou que t'es en hors saison et que t'as pas forcément le moral, entre guillemets, bah tu vas en faire moins. Tu vas écourter la séance, tu vas mettre moins lourd, enfin voilà. Ah ouais, et en plus, j'ai l'impression que, bah, pareil, j'ai le même constat que vous, hein, j'ai beaucoup de coachs dans mes élèves, beaucoup de kinés, tout ça. Mm. Et j'ai cette sensation que, aussi, d'ailleurs, de devoir faire un retour, donc moi j'appelle ça le résumé de la semaine, bah, ça force, entre guillemets, à une certaine discipline, une certaine rigueur, il y a des vidéos à faire, donc ça contribue au sérieux, en fait, de sa pratique, quoi. Mm. Ah, ça Ouais, t'implique complètement. d'avoir des comptes à rendre. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Le fait d'avoir des comptes à rendre, ça t'implique, ça te force à t'impliquer plus. Ouais. Alex, on va te laisser là-dessus, si ça te va. Oui, très bien. Bah, merci Rudy en tout cas. Eh ben, donc on te retrouve avec Clément avec des vidéos avec le sourire à l'envers. C'est sur Instagram, c'est Smart Power System. C'est bien ça? C'est ça. Smart Power Yes. System Smart sur Power Instagram. C'est System, exactement. dans nos bios. Ça marche. Et peut-être des vidéos YouTube de prévues. Allez, je finis là-dessus. Pas pour le moment. Ah, pas pour le On moment. Pas, va pour prévu. l'instant, pas YouTubeur, seulement Instagrammeur alors. YouTube, pas pour le moment. Après, je pense que pour bien faire les choses, il faut se concentrer sur peu de choses pour l'instant. Et puis après, on verra. C'est toujours pareil, quand tu fais de la com, t'es pas dans l'opérationnel et t'es pas dans le développement, tu vois. Ah, Ça, bien sûr, bien sûr. les ressources, elles sont pas illimitées, donc faut faire des choix. Là, pour l'instant, Mm. on se concentre sur bien développer le Instagram, bien former notre futur coach, continuer de bien s'occuper de nos athlètes, et puis petit à petit, on verra comment on fait évoluer la structure et tout ça, quoi. Mm. Et bah C'est ça. super. Bon bah Alex, on te souhaite une bonne nuit à la réunion et puis moi je vais continuer de questionner Clément sur ces 1000 séries de Ouais. 4 à 130 au développé couché parce que j'ai pas mal de questions sur cette hors-saison et ce qu'il y fait. Ah, de toute façon, c'est n'importe quoi. Mon coach, il fait n'importe quoi. Tout au pif. Planif au Tout au pif. coup. Planif au pif, exactement. Ouais, salut Allez, je vous Alex. laisse. Merci encore et Ouais. bonne Ouais, continuation. Salut Alex. salut. Ciao. Ah Ah, bah, c'est bon, on est débarrassé. on est débarrassé exactement. Non, mais bref. C'est là qu'on voit, là, de toute façon, on est sur l'antenne, mais c'est là qu'on voit que Alex, il a pas trop l'habitude de faire des podcasts. Parce que, on voit c'est pas comme toi qui a l'habitude de baratiner pendant des heures, quoi. Tu vois. Ouais, mais après, on est assez différent quand on a fait les vidéos, justement. On a fait avec Rosanna qui nous a filmé, qui nous fait le montage, etc. Parce qu'on fait pas ça tout seul, on n'a pas les compétences pour ça. Donc, on avait chacun nos sujets, on avait préparé nos sujets et tout. Et Alex, il fait point par point, il est très synthétique et tout. Et puis moi, je blablate pendant longtemps et à chaque fois, il disait, qu'est-ce que vous êtes différents? Parce qu'en fait, moi, mes réels, ils durent, quand elle dérush, ils durent 4 minutes et puis les siens, ils durent 30 secondes, tu vois. Donc c'est rigolo. Ah, 30 secondes, ça fait un peu peu. Bon, bref, je reviens sur des sujets.
important. Clément, je t'ai vu cette semaine sur Strava, vu que je suis abonné à ton compte Strava, que tu avais couru beaucoup trop vite, tu t'étais emballé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as couru à combien? 5,50 ou 5,45 ou 5,30, je sais plus. Bon, beaucoup plus rapide que ton seuil 2. 5,40 ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Clément? T'étais en descente? J'étais bien. Et... je me sentais en forme, tout allait bien, tout ça. Et puis, et j'ai couru. Puis, tu sais, là, j'ai vu que j'étais. Mais tu sais, je regardais pas mon téléphone parce que j'ai pas de montre quand je cours juste avec mon téléphone et je mets Strava sur mon téléphone. Et je regardais pas mon téléphone et en fait, au bout de 3 km et demi, je regarde mon téléphone et puis bah je vois que j'étais à 5,40 ou 5,45, un truc comme ça. Et du coup, bon, j'ai dit bon ben allez, tant que je suis là-dessus, je vais essayer je vais rester sur ce rythme-là. Et c'est là où j'aurais dû décélérer. Et derrière, quand j'ai fait ton bike erg, parce que t'enchaînais avec ton bike erg justement. J'enchaînais avec ce bike erg. Putain, le cœur il redescendait pas quoi. J'avais pas pris mon cardio pour aller courir. Arrivé sur le bike erg à la maison, je mets mon cardio. Et là j'étais haut et ça c'est redescendu. J'étais à 110 watts et ça redescendait pas. J'étais à 145 pulses. Ah ouais. Oh putain. Ah, et ça redescendait pas. Et là je me suis dit ouais, mon cœur il est pas fait pour. Enfin il est pas fait. Tu sais, toutes ces années de force, de muscu et tout, j'ai un cœur qui monte très très vite, très très haut, et après une fois qu'il est prêt, il reste haut quoi. Donc voilà. Mais et c'est marrant parce que du coup j'ai ça. Mardi, le mardi, je sais plus ce que j'ai fait, mais j'étais un peu fatigué, et mercredi je suis tombé malade. Donc comme quoi la gestion de l'intensité et tout, il y a quand même quelque chose parce que ça m'a rincé. Je suis tombé malade 2 jours après. Ouais, non, mais ce qui est difficile, et moi aussi, comme je cours 2 fois par semaine, je vois bien le truc, c'est que tu as une activité principale qui pour moi est le kayak, et donc le reste, et donc toi c'est la force, et donc ton activité principale, et autour tu fais d'autres activités pour t'aider à t'améliorer, et des fois tu as quand même ce truc d'avoir envie d'accélérer ou de progresser, et on a du mal à se contenir en fait. Des fois tu es là, tu dis putain, je vais accélérer, ou toi tu te sens bien, comme tu disais, là tu as 5,40, t'es bien, tu dis c'est bien, c'est bien, c'est bien, puis après bah en fait t'es bien, mais tu le payes quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, j'étais fatigué. Le mardi, j'étais fatigué. Le mercredi, j'étais pas ouf, mais j'ai fait quand même. J'avais un cardio, tu sais, avec des ergos différents. Là, j'avais du rameur, du ski erg et tout. Tu sais, à chaque fois, je mets prépa Aerox pour une interrogation pour rigoler. Bah Et pour rigoler, on sait pas, ça se trouve tu t'es inscrit. ça se trouve, on sait pas. Ça se Vu, trouve, vu que tu nous caches plein de choses, ça se c'est-à-dire, trouve, je suis inscrit. Ça se trouve, je suis inscrit à un Aerox en cachette. Ça se trouve pas du tout. On sait pas. ça se trouve en catégorie femme avec une perruque, vu que t'avances Ah pas. bah, de toute façon, oui. Si je veux gagner, j'ai pas le choix. Hein. Et encore, Même comme ça, j'y crois pas trop. ah, t'es fou. Et l'autre fois, j'ai regardé vite fait les femmes. Pour gagner en catégorie femme, faut courir en dessous de 4 minutes au kilo quasiment. Ah ouais, non, mais. C'est même, ouais, Je sais même pas si t'en fais. Hein. Un 1000 mètres à 4 minutes au kilo. Ouais. Ben, tu vois, c'est la question. Et ben, figure-toi que c'est marrant parce que c'est exactement la question qu'on s'est posée l'autre jour avec Louise. Et on s'est dit que non, sans doute que je faisais même pas un seul 1000 mètres à 4 minutes au kilo. Ouais. Ah, après comme t'as pas fait de cardio pendant très très longtemps, c'est normal aussi. Ouais, mais après, là où c'est plaisant quand même, c'est que bah, l'avantage de partir de loin et d'être assez nul, c'est que je progresse vite et bien, tu vois, mais il faut que je fasse attention de pas m'emballer comme ça et de vouloir tester mes progrès. Mais c'est sûr que des fois, mais en plus, c'était vraiment pas fait exprès parce que je suis parti tranquille pour un footing et je me suis rendu compte, bah, ouais, les jambes sont un peu parties toutes seules, quoi. Et après, t'es marron, quoi. Bah, t'es pas marrant. En vrai, tu peux ralentir si tu veux, mais Ouais, bon. alors, mais voilà, c'est ça, arrivé à 3,5, 4 kilos, je me suis rendu compte que bah, j'étais bien et j'ai dit, ah, vas-y, on va faire un petit temps quand même, tant qu'à avoir déjà couru trop vite, on va faire un petit temps. Et c'est là où, là, je me suis mis à forcer un peu pour maintenir, tu vois, c'est-à-dire que ça serait passé si j'avais fait juste 3,5, 4 kilomètres en étant bien et sans chercher à maintenir derrière. Mais bon, après, c'est aussi le jeu. Et puis et du coup ouais, le jeudi malade. Voilà. J'avais trop forcé là-dessus, plus l'entraînement à côté et tout, j'avais mal géré mon volume et mon intensité globale et je suis tombé malade et je pense alors bon, il y avait des gens malades dans mon entourage mais je pense que si j'avais pas été fatigué de tout ça, je serais passé au travers. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser, tu sais, un peu à la notion de RPE. Tu sais, bah, si vous écoutez régulièrement les podcasts, vous savez qu'on demande souvent aux personnes qui font appel à nos services de coaching de noter un peu la difficulté, où on leur dit, voilà, faut telle difficulté aujourd'hui. Euh, et donc,
souvent quand je suis en cours et que je donne des cours pour les futurs coachs, je leur dis, bah voilà, quand quelqu'un débute une activité, c'est difficile pour lui de donner, entre guillemets, une note objective. Voilà, une note objective. Et donc, c'est très subjectif. Et parfois, tu vois une vidéo, la personne dit, voilà, moi, je suis difficulté 2, et puis vous dites, c'est 8. Et à l'inverse, des fois, il dit difficulté 10, et en fait, il dit difficulté 2, en exagérant. Et là, j'ai l'impression que comme le cardio, surtout la course à pied, c'est un peu nouveau pour toi, en fait, tu as encore du mal à juger à quelle vitesse tu vas, dans quelle intensité tu es, si t'as pas des datas en temps réel. Et pour moi, ça me peut pareil en course à pied. Et donc, c'est pour ça que quand je cours, je mets souvent ma ceinture cardio. Et donc, moi, je cours autour de 130 pulses, donc vraiment cool. Mais pour justement, en fait, me dire, voilà, c'est 130 pulses, peu importe la vitesse, tu dois rester autour de 130 pulses à plus ou moins 5, quoi. Et parce que justement, quand tu débutes une activité, en fait, tu n'arrives pas à savoir vraiment à quelle intensité tu es, quoi. Est-ce que tu penses que... Ouais, bah alors ça c'est sûr. Mais en plus, moi, il y a une difficulté en plus, c'est que on en avait déjà discuté, c'est que j'ai des gros différentiels d'une séance à l'autre. Tu vois, par exemple, 2 séances de zone 2 sur Bike Erg, je peux être à 130 watts et 110 pulses facile, bien et tout. Et le lendemain, être à 100, 105 watts, mais être à 135 pulses, tu vois. Et là, c'est ultra haut et pourtant, je suis à 100 watts, je fais rien, quoi. Et vraiment, j'ai la sensation de rien faire. Et c'est pas forcément corrélé à la manière dont je me sens. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple concret, hein. Le lundi, donc je fais ça, je suis à 130 watts, euh, j'étais à ouais 107, 110 pulses, et je me sentais pas forcément facile sur le vélo, tu vois. Je sentais que c'était pas facile. Et par contre, le lendemain, j'étais à 105 watts, j'étais au-delà de 130 pulses, et par contre, je me sentais super bien. Tu vois, je sentais que j'étais facile, que j'avais de la marge, j'avais envie d'accélérer, mais vu que je voyais mon cœur qui montait, bah, je me réfrénais pour être à 105 watts, enfin, pour pas dépasser ça, et du coup, alors que je me sentais bien. Tu vois, donc, c'est même inversement au RPE, parce que tu pourrais te dire, bah, si le rythme cardiaque, il est bas, c'est que tu es plutôt en forme et que ça monte pas trop et que du coup, c'est bien. Mais dans mon cas, je suis pas sûr que ce soit si bien, tu vois, avec le bagage que j'ai. Et est-ce que tu as des courbatures après tes séances de muscu? C'est très rare, ça dépend. Ou alors si j'introduis un nouveau mouvement, ou s'il y a un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Puis, tu sais, les mouvements qui stretchent beaucoup, je sais pas, je fais pas de squat bulgare pendant 15 jours, et si à la reprise, j'abuse un petit peu en mettant lourd, et en forçant, je vais en avoir. Soulevé de terre roumain, tu vois, des exos comme ça. Mais sinon, non, j'ai très peu de courbatures. Ou alors, fin de bloc. Tu vois, si je vais vraiment sur un RPE élevé, quelque chose de très dur, ça peut arriver au lombaire sur le soulevé de terre, mais par exemple, des courbatures au quadriceps. Je me souviens même pas la dernière fois que j'ai eu des courbatures au quadriceps après une séance de muscu. Après une rando, oui, mais après une séance de muscu, non. Je te pose Tellement, ouais, je suis tellement habitué. En plus du squat, j'en fais 4 fois dans la semaine, et ça fait un moment là maintenant que j'en fais 4 fois dans la semaine, hein. Ça va bientôt faire un an que je suis à 4 squats par semaine, pas tout à fait un an, mais peut-être 8, 9 mois. Bon, avant j'étais à 3, enfin, j'ai déjà eu des épisodes à 4. Donc si tu veux, j'en fais tellement en termes de fréquence que bah, je suis ultra adapté, et ça va pas me. Bon, après, si je faisais des séries de 10, si je faisais un 10 x 10, peut-être que j'aurais des courbatures, hein, mais c'est très très rare que j'ai des courbatures. Ouais, je te pose cette question parce que parfois, tu as des courbatures et donc ça te fait monter les pulsations, ça te crève les cuisses, en fait, tu vois, Ouais. et donc ça fausse un peu ton RPE, quoi. Ah bah de toute façon c'est sûr. Là si on prend l'exemple de l'autre fois, le lundi j'ai une grosse séance, et je fais mon bike le soir. Le mardi j'avais une bonne séance aussi, je fais mon bike le soir. Donc finalement je me retrouve à faire ma séance de basse intensité le mardi après 2 séances relativement dures et fatigantes. Donc c'est normal que le cœur monte plus, mais paradoxalement je me sentais mieux en termes de ressenti. Donc le ressenti était inversement proportionnel au rythme cardiaque en fait. Mais tu nous prépares le Tour de France ou quoi? Parce que tu fais du vélo tous les jours, en fait. Non, je fais pas du vélo tous les jours. Là, j'en fais entre 2 et 3 fois par semaine. Et puis pas énorme. Tu sais, quand tu fais 30 minutes de zone 2, est-ce que tu peux dire que, enfin, de zone 2, quand tu fais 30 minutes à entre 100 et 110 watts, est-ce que tu peux vraiment dire que c'est une séance? Tu vois? Bah, moi j'ai envie de te dire, à 100, 110 watts, tu fais rien du tout. Mais bon, Voilà, tu vois. Bah après, c'est mais ça te donne par rapport. ça te donne une petite fatigue parce que t'es pas habitué à ce type d'effort. Voilà, mais si tu veux, par rapport au test que j'avais fait avec Sean le test 20 minutes que j'avais fait dans la programmation de Sean, ma zone 2, elle est estimée entre 100 et 130 watts. Donc en théorie, même si là maintenant je pense qu'elle a un petit peu augmenté,
Donc en théorie, quand je suis entre 100 et 110 watts, bah, je suis en bas de zone 2, donc finalement c'est déjà censé être du travail. Mais bon, quand je fais 30 minutes à 130 BPM, objectivement au niveau cardio, il se passe quelque chose. Après, est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment invasif et fatigant? Je suis pas convaincu. Ah, ça j'allais dire quand même. Allez, je raconte une histoire quand j'avais eu mon bike care au tout début, donc il y a quelques années. En fait, je m'étais dit, bah tiens, donc c'était, je sais pas, 2019 ou 2020, je m'étais dit, ah, c'est génial, je vais en faire tous les jours. Je me dis, ça va pas me fatiguer, j'en fais un peu 30 minutes tous les jours. Et en fait, au bout d'une semaine, j'étais crevé, quoi. Pourtant, je pédalais pas fort, hein. Mais putain, j'étais rincé. Et pourtant, 30 minutes tous les soirs, c'était pas grand-chose. Et en fait, bon, je monte pas à 130 plus hein, sur le vélo, où il faut vraiment que je pousse. Et donc, je me disais, putain, mais en fait, ça crève, même à basse intensité, ça te rajoute du volume qui, en fait, te crève quand il va pas en plus de manière très progressive comme j'avais fait, quoi. Ouais, c'est ça, parce que moi, au début, j'avais un peu cette même sensation, et maintenant que je suis plus habitué à en faire, que j'ai accumulé plus, je sens que bon, ça me fait pas de mal, quoi. Je sens que ça me fait pas de mal. Donc, voilà. Alors, je voulais parler aussi un peu de ton entraînement actuel, qui, si j'ai bien compris, tu es en hors saison actuellement. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça, parce que je te vois faire plein de séries, entre guillemets, légères pour toi, avec beaucoup de séries. J'ai presque envie de dire façon EMOM sur les mouvements de force, où tu fais beaucoup de séries de peu de répétitions. Ouais. Donc, bah, Bon. 1000 séries de 4 à 130 développés Allez, couchés. tu te doutes bien que quand je marque 1000 fois 4, c'est pas un 1000 fois 4. Ah, en fait, c'est 4 x 4, quoi. En fait, j'ai compris l'histoire. Non, ça dépend, ouais, ça peut être 4, 5 séries. Mais, Donc, retenez bien, quand il dit 1000, c'est 4 ou 5, hein. ah non, non, des fois ça peut être plus, des fois ça peut être 6, des fois ça peut être 7. Mais c'est que je marque pas forcément l'intégralité des formats. Après, non, bah j'ai un hors-saison, ouais, avec un nombre de reps qui est assez haut. Au développé couché, c'est vrai que les charges sont pas très hautes, mais parce que on est toujours dans une logique de reconstruction au niveau du volume, au niveau de tout ça, et de remontée en charge assez progressive. Et on met pas énormément d'intensité et on est vraiment en dessous de ce que je suis capable de faire. Mais c'est volontaire le temps de bien retrouver de la résilience au niveau des pectoraux. Et d'ailleurs, ça se passe plutôt bien là. J'ai plus eu du tout de douleur depuis la compète. J'ai vraiment eu aucune douleur quasiment, ni de gêne, ni de, tu sais, des fois ça tire un peu ou quoi. J'avais rien. Enfin, j'ai rien depuis la compète, donc c'est assez positif, mais on reste relativement prudent parce qu'il reste du temps. Et l'idée, c'est d'être progressif du coup et de pas remonter trop vite et de bien manager cette intensité. Et pareil, je te vois faire pas mal d'exercices secondaires, comme du développé militaire, tu as repris les tractions, tout ça. Donc, et je suis toujours surpris, entre parenthèses, de ton faible niveau au développé militaire par rapport à ce que tu fais au coucher. Ouais, je suis Alors, archi nul. je sais pas. Tu sais, je me dis, alors, est-ce que tu penses qu'en progressant au développé militaire, c'est une question que je me pose, tu vas progresser au coucher? Est-ce que tu penses que ça va t'aider finalement? Alors, Ou tu, du ou tu fait le fais, ou tu le fais seulement pour la plage? bon non pour la plage, ça va, je suis prêt depuis quelques années. Mais, mais surtout quand je vois surtout quand j'arrive sur une plage et que je vois la concurrence, je me dis que je pourrais prendre 2 années sabbatiques que ça irait encore. Tu vois. Et bref, vas-y, on va encore dire qu'on est méchant avec les autres. Ouais, le développement. En fait, avec le coucher là, comme j'ai eu des soucis au niveau du pec, on a resserré un petit peu ma prise pour Voilà, ça tu t'en avais parlé justement, ouais. ouais, pour mettre un peu moins de tension. Et tu sais, j'ai changé un tout petit peu la position de la barre dans ma main et je me retrouve à avoir un bench qui est un peu moins mécanique et un peu plus musculaire, on va dire. Et donc du coup, dans cette lignée d'un bench plus musculaire, il y a des besoins sur notamment épaules et triceps qui sont un peu plus importants. Donc c'est pour ça qu'on cible un peu plus des assistances type développé militaire et tout. Et aussi parce que comme faut le voir aussi un petit peu comme de l'entraînement croisé. C'est-à-dire que là, je suis dans une phase où je peux pas forcément tolérer énormément de volume et d'intensité pour développer les couchés. Parce que bah, j'ai les pecs qui sont pas encore prêts et qu'on est toujours dans une phase de recharge là-dessus. Ça, du coup, l'utilisation du développé militaire et de d'autres exos de muscu, c'est une manière de mettre en charge et de rajouter du volume sur du travail de poussée notamment, mais sans venir trop stresser cette zone. Tu vois, un petit peu comme un coureur à pied qui ne tolérerait plus d'avoir plus de volume de course à pied, qui ferait du vélo à côté pour augmenter son temps de travail, mais sans avoir les
les inconvénients des chocs de la course à pied. Mais bien sûr, mais Mais toi, c'est un petit peu la tout à même fait. chose. Et tu parles de revers militaire. Est-ce qu'il y a d'autres exercices que tu fais de poussée qui mettent, je sais qu'à un moment, tu faisais pas mal de dips, mais peut-être que ça met trop de pression sur tes pecs. Ouais, ah bah du coup les dips, on est en train de les reprendre là progressivement parce que ça me mettait quand même des tensions et là on est en train de les reprendre. J'ai repris au poids du corps, donc en série de 10 et avec une pause en bas parce que la pause en bas elle est assez intéressante. J'ai repris au poids du corps là-dessus et on est en train de remonter. Je remonte de 2,5 kg par semaine, donc vraiment très très léger en repartant de très loin. Et là l'objectif il est pas d'être performant pour le coup, mais c'est un exo de réhab un petit peu de remettre de la tolérance sur le pec. Et dans ces exos-là, j'ai aussi, j'en avais mis une fois ou deux sur Instagram des Pelican push-up, tu sais, sur les anneaux, pour venir mettre pas mal d'étirements. Donc en gros, tu fais une pompe sur tes anneaux et tu viens écarter un petit peu les mains, comme si tu faisais un écarté avec un peu d'instabilité, pour venir. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup renforcé. Et beaucoup de travail, je fais des pompes avec des gros déficits pour venir remettre progressivement de la charge sur les pecs, mais avec un gros étirement. Donc ça, c'est tout. Ça fait partie des exos de réhab. Est-ce que tu laisses ces pompes ou pas? Pas encore. Pas encore. Là, l'objectif, c'est vraiment juste de remettre de la charge, enfin de remettre de l'étirement et de développer un peu de force. Donc pareil, je fais avec une pause en bas et un petit tempo. Là, ça fait, donc là, je suis dans mon deuxième bloc depuis la compétition. Avec Simon de Training Therapy, on s'est dit qu'on faisait 2 blocs comme ça et que après on mettrait en charge. De manière générale, avec Simon, on est très très lent et très très progressif dans la remise en charge. Tu vois, sur les dips, j'ai déjà fait 10 fois 75, enfin 9 reps avec 75 kilos de lest au dips de mémoire, mon meilleur niveau. Et là, tu vois, je fais des séries de 10 en ce moment avec 10 kilos de lest. Donc autant dire que c'est facile, mais l'objectif, c'est vraiment de faire de la remise en charge très 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 progressive pour retrouver de la tolérance sur les pectoraux. Ouais, mais en fait, tu fais même du cardio à l'entraînement, pour un power, quoi. Ouais, mais il faut arrêter. Faut être un athlète avant d'être un powerlifter. J'arrête pas de le dire. Euh, Si quand tu fais une série de 10 au dips, t'as l'impression de faire du cardio, c'est quand même que dans ta pratique, il y a un truc qui va pas. Bah, bien sûr, mais je le sais bien, mais ça, c'est un peu le truc des gars qui font du power, qui font pas d'assistance, tout ça, et qui disent, ah, au-delà de 5 c'est du cardio. Ah Ouais, oui. Bah, mais si tu bon. veux, alors bon, à la base, t'en as beaucoup qui faisaient un peu ça pour la blague. Et pour la blague, c'est La réalité. devenu la réalité et un dogme un petit peu. Parce que tu as des gens qui comprennent pas forcément le second degré, mais un petit peu comme la diète. À une époque, il y avait un côté, je suis power, je mange n'importe quoi, tu vois. Il y a des gens qui l'ont pris un petit peu au pied de la lettre. Non, si tu veux être un athlète et être performant, peu importe le sport, il va falloir que tu manges bien, il va falloir que tu t'entraînes bien, il va falloir que tu ailles faire un aspect préparation physique générale. Et c'est vrai que là, on a fait monter avec Alex. Donc j'ai quand même un gros volume de spécifique parce que je fais 4 squats dans la semaine, 3 deadlifts dans la semaine, 3 bench dans la semaine. Que 3 bench parce que mes pecs sont pas encore capables d'en tolérer 4, mais l'idéal, ça serait d'en faire 4, hein, quand même, dans mon cas, parce que c'est avec ça que je progresse le mieux. Donc j'ai quand même un gros volume, une grosse fréquence de spécifique. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup d'exos de muscu sur des séances dédiées. Tu vois, le mercredi et le samedi, j'ai des séances qui sont que muscu haut du corps quasiment. Donc ça, j'ai un petit peu augmenté, mais j'ai pu augmenter ce volume-là d'assistance parce que avant ça, j'ai fait pas mal de cardio et que ça m'a permis d'augmenter quand même ma capacité de travail. Je sens qu'il y a, par rapport à ce que je faisais il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai une beaucoup plus grosse capacité de travail grâce au travail cardio que j'ai fait en amont et que je continue de faire. Et je sens que cette capacité de travail, elle est en train d'augmenter. Donc ça me permet d'augmenter mon volume d'entraînement et c'est aussi ça qui m'a permis de débloquer des nouveaux progrès. C'est pas, ça s'est pas fait tout seul. C'est parce que on a construit vraiment quelque chose pour pouvoir s'entraîner plus et rentabiliser ce qu'on faisait en plus, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand je rajoutais, c'était pas rentable, je me faisais mal. J'ai une dernière question parce qu'on arrive, je vois, au bout de l'heure. Combien de temps elle dure cette hors-saison? Euh, bah, Moins que prévu, parce C'est-à-dire? que ils ont changé la date du championnat de France, ça a été officialisé il y a 2, 3 jours. Parce J'ai que vu que t'étais sur l'affiche d'ailleurs, putain. ah ouais, Est-ce qu'ils t'ont ouais, t'as demandé vu? ils t'ont payé pour ça? Non, même pas, Bah, même c'est pas, une même honte. pas. Ils ont marqué ton nom dessus? Non, même pas. Ils Ton utilisent Instagram, ils ont rien l'image. marqué? Putain, mais. Oh là là là. Ouais. C'est une honte. Bah écoute, ça sent le jubilé, tu vois. Ça sent le Il a jubilé. dans le jubilé. Je suis sur la fiche, ça y est, c'est la fin, je deviens un athlète hybride. Merci Clément d'être venu participer. Ah, Bravo. Bon, on espère ne pas te revoir.
fais des circuits training le dimanche et des Aerox et du vélo avec les petits papis du coin, et puis voilà. Donc ouais, blague à part, c'était prévu début décembre, mais bon, ils se rendent compte que va y avoir encore, malgré l'augmentation des minima, beaucoup de qualifiés. Qu'ils ont beau augmenter les minima tous les ans, les gens progressent tellement que J'ai cru voir 250 qualifiés. plus que ça, et il reste presque 3 mois pour se qualifier là. Oh là là, c'est énorme, hein. Non mais je pense qu'on sera à 400 qualifiés au France Open alors que les minima ne font que monter. Mais tu trouves pas que tu sais, moi, je vois ça extérieurement. Et je me dis, demain, je débute la muscu, je vois ça, je vois le niveau, je vois le nombre de personnes, je dis, mais je peux jamais y arriver, tu vois. Je me dis, Ouais, mais le niveau regarde, est tellement élevé. demain tu commences le badminton. Est-ce que tu te dis je vais aller au championnat de France et en équipe de France? Oui, oui, tout à fait. Voilà, demain tu commences l'athlétisme à 20 ans. Est-ce que tu te dis je vais aller taper les meilleurs athlètes au championnat de France? Non, bien sûr que non. Hein. On se retrouve dans une configuration où c'est un sport qui se développe, qui se démocratise. Les gens s'entraînent de mieux en mieux, de plus en plus tôt, et ils ont de plus en plus de qualité. Comme c'est un sport qui est de moins en moins has-been et de plus en plus stylé sur les réseaux, bah ça attire des gens qui ont de plus en plus de qualité. Donc tu as plus de gens avec plus de qualité qui commencent plus tôt et qui s'entraînent mieux. Bon ben forcément que le niveau il explose. Alors après, on n'est pas dupe et forcément que parmi ces gens-là, il y en a sans doute quelques-uns qui trichent, mais la grande majorité, pour moi, il y a 98% des athlètes au championnat de France qui sont des athlètes naturels et qui n'ont jamais triché, tu vois. Donc non, c'est juste que le niveau il explose parce que on en a parlé tout à l'heure avec Alex, les coachings sont meilleurs, les gens sont beaucoup plus déterminés, ils mettent beaucoup plus de chances de leur côté pour progresser, ils s'entraînent mieux, ont plus de sacrifices et tout, donc ils ont plus de résultats. Et je pense qu'on va avoir plus de 400 qualifiés au championnat de France Open, c'est quasiment sûr, malgré des minima qui ne font que d'augmenter. Là, j'ai regardé en catégorie moins de 69, parce que j'ai une athlète en moins de 69, elles sont quasiment déjà 30 qualifiés, d'accord? Sachant que le minima, il a pris 30 kilos par rapport à l'année dernière. Il faut faire combien? Donne-nous les chiffres. Faut faire 400 kilos en moins de 69. Donc féminine 69 kilos, 400 kilos de total. On appelle Donc, 150, 100, 150. 150 au squat, 100 au bench et 150 au ouais, soulevé de terre. en gros, tu fais En gros. 100, 80, 170, tu vois, pour un athlète équilibré. 150 au squat, pardon, 80 au bench et 170 au soulevé de terre pour une féminine 70, de 69 kilos. Ça commence à faire des sacrés barres. Ouais. Bah, 150 au Tu vois. squat, ouais, il faut y aller. Ouais, ben voilà. Et ben des filles comme ça, en 69, t'en as déjà une trentaine de qualifiés. Donc C'est énorme, hein. ah ouais, quand t'as dit ça, c'est énorme. Tu vois, le niveau il explose. Et je te dis, le minima il a pris. Alors je crois pas que ce soit 30. Je dis une bêtise. Je crois que c'est 20 ou 25 kilos par rapport. Ouais, mais bon, peu importe. Là, le niveau que tu as dit, là, c'est assez Ouais, mais monstrueux, hein. bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent se rendent compte, et moi le premier, hein, que 150 au squat pour une fille, c'est énorme, hein. Non, mais en moins de 52, le minima France, moins de 52, donc 52, c'est des petits gabarits quand même, c'est 340. 340 en 52, ça veut dire qu'il faut que tu fasses 120 au squat, 70 au bench et le reste au soulevé de terre, tu vois. Donc ça Ouais, commence 150 au terre, ça fait. à 150 au terre. Voilà, tu vois, ça commence à faire. Tu te rends compte parce que, je viens d'une époque ou tout ça, mais quand une fille faisait 130 au squat row, on applaudissait, on disait, waouh, putain, c'est incroyable et tout. Ouais, puis il Je faut ne citerai pas de faut nom, mais l'accepter de charger. Faut je me l'accepter de charger. je me souviens de deux, trois filles qui faisaient ça et on se disait, waouh, putain, vers 2012-2013, on se disait, putain, mais elles sont super fortes, quoi. Ouais. Et c'était des filles qui étaient pas en 52. Même non, c'est des filles qui n'étaient pas en 52. C'était en 57 ou en 63. Ouais. Et on se disait, putain, mais oh, elles sont fortes et tout. Ouais, voilà. Et on se disait comment c'est possible, je suis sûr qu'elles se dopent et machin et trucs et bidule, tu vois, elles se faisaient tirer dessus ces nanas-là. Alors que maintenant, bah t'en as à l'appel, t'en as à l'appel. Donc et chez les hommes c'est pareil, hein. Quand tu vois qu'en 93 pour se qualifier aux France, donc ma KT c'est 725, moi j'ai été champion de France avec 735. Non, 745 pardon, 745 j'étais non, 700 attends. 735 ouais, 735. J'ai été champion de France avec 735, maintenant le minimum de qualif c'est 725. Donc l'année prochaine, ça va augmenter aussi parce qu'en 93, on va être une vingtaine de qualifiés encore, donc c'est trop. Donc ça va monter. Et tous les ans, les minima montent. Tous les ans, les gens râlent en disant oh là là, les minima montent, c'est inatteignable. Et tous les ans, on se retrouve avec 400 personnes en France. Ouais, c'est énorme. Et donc, ta hors-saison a été courtée parce que le championnat de France a lieu. Voilà, le championnat de France a été avancé et au lieu d'avoir lieu le
7 et 8 décembre, il aura lieu la première semaine de novembre. Donc ça fait un mois, enfin 5 semaines de prépa en moins, donc l'équivalent d'un bloc. Donc on va sans doute écouter un peu le hors-saison de un mois par rapport à ce qu'il aurait été prévu. Là, je pense que on va finir ce bloc-là. Derrière, on va faire une petite transition et ensuite on va rentrer gentiment dans le spécifique. Ouais, parce que t'avais prévu de faire 2 mois d'hors-saison? Moi, on n'avait rien prévu. Après, c'est Alex qui prévoit, c'est Alex qui gère, mais grosso modo, on avait prévu dans les 3 mois. Après, c'est un hors-saison. Quand tu es très expérimenté comme ça, c'est un hors-saison sans être un hors-saison, c'est-à-dire que tu manages l'intensité pour pas aller sur du trop lourd, trop tôt, pour pas te griller. Et on était dans une logique d'accumulation de volume tout simplement. Et on va juste sortir de cette logique d'accumulation de volume un peu plus tôt. Tu vois, quand on est sur un athlète comme moi, on n'est pas dans une logique de hors saison pendant tant de temps. Ensuite, on glisse sur du développement sur tant de temps. Ensuite, le picking sur tant de temps. Tu vois, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus compliqué que ça parce que on croise un petit peu tout. C'est beaucoup plus croisé. C'est un petit peu moins académique, on va dire. Parce que là, pour un hors saison, j'ai 3 soulevés de terre, j'ai 4 squats. C'est quand même très très spécifique. Et même mes squats, ils sont assez spécifiques, mais on est dans le hors-saison plutôt dans la typologie d'exo enfin de volume et de charge qu'on utilise sur le tonnage à la semaine. On n'est pas encore très haut par rapport à ce qu'on a pu faire à d'autres périodes un peu plus spécifiques. Oui, oui. En fait, ce que je comprends bien, c'est que tu diminues un peu l'intensité, mais tu gardes la fréquence, parce que de toute façon, Voilà. comme ta marge de progrès, je sais pas dire, mais ta marge de construction est beaucoup plus limitée que si tu avais 2-3 ans d'entraînement où tu ferais une hors-saison vraiment Ça, hors-saison, quoi. même, tu vois, il y a des choses, tu vois, le hors-saison, en général, c'est fait pour réduire les bobos. Bon, là, j'en ai pas tellement à part les pecs, mais encore, ça va mieux. C'est fait pour travailler les points faibles, que ce soit des points faibles techniques ou des points faibles musculaires. Bon, ça fait presque 20 ans que je fais de la muscu, des points faibles musculaires, j'en ai pas énormément et des points faibles techniques, j'ai pas la sensation d'en avoir beaucoup, tu vois, ma technique elle est relativement calée. Donc c'est juste tu fais du kilométrage en plus et t'accumules et tu cherches à travailler sur augmenter ta capacité de travail et tout ça et après toute la partie en plus chez moi prévention des blessures, développement cardio et tout, c'est intégré toute l'année, c'est-à-dire que je le fais pas alors sans doute que à l'approche de la compète, je réduirai un peu la part de cardio, tu vois, j'enlèverai peut-être une séance, etc. Genre sur les 6 à 8 dernières semaines. Mais ça, on peut pas vraiment dire que c'est du hors saison parce que je fais une séance cardio de plus, quoi. Et que tu te mets au vélo pour préparer le Tour de France qui démarre bientôt. Non, mais c'est agréable c'est ce que je te disais tout à l'heure hors ligne, tu vois. Mercredi, il faisait beau. Le beau temps, globalement, à Limoges, mais partout en France, on l'a pas eu beaucoup quand même ces derniers temps. Donc, il faisait beau, j'avais envie d'aller dehors. J'avais un petit cardio à faire. Tant qu'à faire, je prends mon vélo et je vais rouler dehors. Tu vois, c'est beaucoup plus sympa. Aussi bien pour la tête, ça fait plaisir. C'est beaucoup plus agréable que de te mettre sur ton bike erg et puis de faire ton truc sur bike erg chez toi et de crever de chaud sur ton trainer là alors qu'il fait beau, qu'il y a du soleil. Ah, mais je comprends, tu veux pas t'entraîner à supporter la chaleur, en fait. Tu veux pas tu veux pas ces adaptations-là. Ouais, Non, t'es un petit athlète pour l'instant, c'est pour ça. Je me prive des adaptations de l'entraînement en chaleur. Et oui, Ouais. bah, Mais bon après, je sais pas. D'ailleurs, il y a beaucoup toi qui suis ça d'un peu plus près que moi. Il y a beaucoup d'études vraiment bien construites sur les bienfaits de l'entraînement en chaleur en endurance ou pas trop? et bah, justement, c'est une question que j'ai posée aujourd'hui à Mathieu Lambert, Hmm. parce qu'il est en train de faire des petits tests avec les capteurs corps, tu sais, qui mesurent la température. Hmm. Et donc, il a mis un petit post sur LinkedIn, et donc j'ai posé une question sournoise. Comme tu sais faire. Donc voilà, j'attends de voir sa réponse, mais ouais, il y a des trucs, il y a des trucs. C'est sûr que j'en parlais avec Evan de All Out Training dans mon épisode Secret du Sport, justement, où il disait que les mecs, souvent en hiver, bah, ils font du home trainer, et puis quand ils arrivent au beau jour, ils disent putain, on est en forme, on est en forme. C'est vrai, quand tu entraînes avec plus de chaleur, bah forcément, c'est beaucoup plus dur, Hmm. hein. Comme on en a déjà parlé, moi sur tapis, mes pulsations montent beaucoup plus que quand je suis dehors. Pour la même vitesse, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir, hein. Des fois, c'est 10, 15, 20 pulses, hein. Donc ouais, c'est Ouais, sûr que quand tu surchauffes,
et ben en fait ton rendement est moins bon. Donc je pense que ça améliore ton rendement. Je sais pas si tu te souviens, mais en gros, quand tu fais un effort, le chiffre moyen qui est donné, c'est que 75% est évacué sous forme de chaleur. Oui. Et ils disent qu'à force d'entraîner avec de la chaleur, normalement, tu arrives à diminuer ce pourcentage au profit Ouais. d'une meilleure efficacité. Voilà, au lieu que 75% qui est gâché, et bah, tu n'as plus que 70% qui est gâché, tu vois, en exagérant. J'avais vu un truc aussi sur la différence entre les Kenyans, les Éthiopiens, tout ça, et puis les Norvégiens, tu sais, par rapport à la VO2. Et ils expliquaient en gros, enfin, de ce que j'en ai compris, que les Éthiopiens, les Kenyans et tout, ils avaient des VO2 qui étaient plus basses, mais en fait, ils avaient moins de déperdition liée à la chaleur, alors que, Oui, parce qu'ils ont moins de muscles, donc forcément, ça consomme moins, ça te fait moins transpirer. ouais, puis alors que puis parce qu'ils sont habitués à s'entraîner en chaleur, donc c'est pour ça qu'ils ont des VO2 plus basses, alors que les Norvégiens, ils utilisent tout, ils ont des VO2 beaucoup plus hautes, mais en fait, elles sont, entre guillemets, pas moins efficientes, mais, Ouais, ouais. ils sont moins habitués à s'entraîner en chaleur et ils gèrent moins cette production de chaleur. Ouais, ouais, non, non, mais c'est sûr que pour ça, des fois, je me dis, ça, je vais aller courir dehors, puis je dis, bon, allez, il y a le tapis dans le salon. Ouais. Je me dis, bon, Puis aussi sur le vélo, je trouve il y a le truc, c'est que quand tu es sur le bike erg, si tu pédales pas, les watts elles s'arrêtent et ça avance ah ouais, pas, ouais, quoi. ouais, bah, c'est pour ça qu'on dit, en général, que Quand quand t'es tu pédales dehors, sur home trainer, et ben, en fait, c'est comme si tu faisais le double de travail par rapport à dehors, quoi. c'est quasiment ça parce que c'est un peu comme ça que je le perçois. Tu vois, hier je suis sorti un peu plus d'1 heure et demie. Bah, j'étais bien, tu sais, des fois tu as des descentes, tu pédales pas, ton cœur il Ah, redescend, je reconnais bien le power qui est en toi. et tu pédales dans les descentes, t'aimes perdre ton temps. Mais mais c'est sûr c'est plus fluctuant, mais c'est beaucoup moins fatigant, puis c'est plus plaisant et moins fatigant de sortir dehors que de sortir enfin de faire du home trainer, ça c'est sûr. Ah bah, bien sûr, non, mais bien sûr. Bon, allez, sur ce, on va s'arrêter là. Je vois qu'on a fait 1h10 parce que Ouais. Alex était hyper bavard. Donc, on est, Et souriant, et souriant. souriant, ça s'entendait dans sa voix, qui était très souriant. Bref, il était un peu tard pour lui, mais bon, je voulais qu'on laisse sur le podcast. Donc, comme d'habitude, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires sur YouTube, sur SoundCloud, sur toute l'application de podcast où vous l'écoutez. Vous savez comment nous contacter. Tous les liens sont dans la description. Et Vas-y. petite chose, excuse-moi Rudy, je vous invite quand même je fais l'influenceur un peu, à vous abonner à Smart Power System parce qu'on démarre et que les abonnements et tout le soutien qu'on pourra avoir, ce sera bien. Et on fait pas mal de contenu éducatif et tout. On fait moins 30% pour ceux qui sont Non, abonnés sur le compte. non, bah non. Un coaching acheté, un coaching offert. Voilà. Ah bah Donc, super, bah, c'est bon, c'est voilà. bon. Vous nous achetez Avec le code Goudigno. ouais, ouais, c'est ça. Vous nous achetez un coaching et Rudy vous en offre un. Mais sauf Ouais, que comme le sien il est moins bien que le nôtre, et ben voilà. Non, mais on fait des contenus éducatifs, donc si ce qu'on dit ici ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à Smart Power System. Ça sera bénéfique pour notre développement et on vous en remerciera. Et en plus, ça donne le sourire de voir deux types sourire à l'envers. Je peux vous le dire que quand je vois les vidéos, ça me donne le sourire. Ouais, c'est ça. Ben, je suis sûr que tu apprends plein de trucs quand tu nous écoutes parler. Tu apprends tout. Ouais, bah, je peux pas dire que j'ai regardé une vidéo en entier, mais j'ai juste vu à chaque fois le début. Je dis putain, ils me font marrer quoi avec le sourire. Allez. Je vois qu'ils sont crispés pour l'instant, mais ça va passer. C'est le début, c'est normal. Moi aussi, quand je revois mes vieilles vidéos, des fois, ça me fait mal au cœur. Bah oui, surtout ton physique de mec. Ouais, ouais. Bah, j'ai suivi tes conseils. Hein. Mange du flan. Bon, allez, salut à tous. Ouais, bonne soirée, bonne journée. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.